Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, plongez avec nous dans le monde de la mode et du design. Nous avons passé une journée aux côtés du couturier syrien Rami Al-Ali, qui a conçu les tenues de gala de stars telles que Beyoncé ou Jennifer Lopez. Je ne suis pas très fidèle quand il s'agit de muses. Je suis un moyen-oriental typique, je suppose. Plus tard, nous visiterons l'un des monuments les plus célèbres du Liban, le château de Moussa. Nous découvrirons l'histoire de l'homme qui l'a bâti de ses propres mains. Mais d'abord, le couturier des stars Rami Al-Ali a fait des Émirats arabes unis son foyer et de Paris son espace de travail. Mais qui est l'homme derrière cet empire de la mode? Nous sommes allés à sa rencontre. Dans un tourbillon de cristaux Swarovski, de perles et de mousseline, 17 pièces de la collection automne-hiver de Rami Al-Ali ont été présentées à l'hôtel Ritz de Paris. Il s'agit de la 16e collection conçue par le créateur syrien dans la capitale de la mode. Elle a été inspirée par le Café Society parisien, un mouvement mondain datant de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Dans le public, de nombreux clients VIP ainsi que les acheteurs privés de célébrités. Parmi les plus grandes admiratrices du créateur se trouvent Jennifer Lopez, Hélène Mirren ou Nancy Ajram. Selon le Conseil de la mode et du design de Dubaï, le secteur de la mode de la région MENA représentera environ 55 milliards de dollars cette année, avec une croissance moyenne de 6% par an depuis 2014. Rami travaille dans l'industrie depuis les années 2000. Si la broderie traditionnelle et les motifs syriens figurent souvent dans ses créations, Dubaï reste son point d'attache. Le couturier évolue dans un univers très compétitif, où une création sur mesure peut rapporter plusieurs centaines de milliers de dollars. Ces dernières années, Rami s'est lancé dans le prêt-à-porter, les vêtements pour enfants, une collaboration avec un magasin de chaussures et une ligne de vêtements de mariage. Selon Rami, cette diversification de son cœur de métier est venue naturellement et non pas en raison de la pression exercée par un secteur de la mode compétitif. Pour en savoir plus, nous avons passé une journée avec le couturier dans son atelier aux Émirats arabes unis. Rami, c'est un plaisir de vous recevoir, bienvenue. Merci beaucoup. Parlez-moi du climat commercial actuel de la haute couture. Les clients asiatiques et du Golfe font-ils toujours progresser votre entreprise? C'est un peu dur pour nous de comprendre les nouvelles règles du jeu. La clientèle a changé. Il y a les millennials. Nous avons toujours eu des clients jeunes. Mais avant, nous leur parlions par l'intermédiaire de leur mère. Donc on envoyait les catalogues à la mère, on parlait de l'esthétique avec la maman, on s'adressait au goût de la mère. Mais aujourd'hui, avec la montée des réseaux sociaux, on s'adresse à eux directement. Je pense que c'est juste une question de barrière linguistique pour comprendre ce dont ils ont besoin exactement, ce qu'ils veulent, comment ils apprécient les choses. Par nature, la haute couture est exclusive. Elle s'adresse à quelques privilégiés, notamment en raison de son coût. Comment répondez-vous à ceux qui disent que ce n'est pas un modèle durable? Je dirais en tant que couturier, au contraire, quand on regarde les pièces de haute couture, la plupart d'entre elles sont intemporelles. C'est quelque chose que l'on n'achète pas vraiment par saison, c'est quelque chose qu'on garde pendant longtemps. Et beaucoup de mes clients ont des pièces qui appartenaient à leur mère, à leur grand-mère. Donc au contraire, ce sont plus des pièces de collection que de simples pièces que l'on achète comme on le fait aujourd'hui, vous savez, comme la fast fashion ou le prêt-à-porter. Vous et vos contemporains dans la région êtes sur le devant de la scène. Vous avez habillé des célébrités aux Oscars, aux Emmys, à Cannes plus récemment dans votre cas. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un âge d'or pour les couturiers arabes et si oui, pourquoi? Oui, ça l'est. C'est une industrie nouvelle pour le Moyen-Orient. Nous y avons pris part uniquement lors des 20-30 dernières années, ce qui n'est rien dans l'histoire de la mode. C'est aussi l'évolution naturelle de tous les efforts des couturiers. Il y a certainement une forte présence des designers sur le marché international, pas seulement sur le tapis rouge. En tant que designer, êtes-vous soumis à une pression plus forte que jamais? Vous avez un calendrier très chargé lors des Fashion Weeks. La fast fashion, le consumérisme continue d'augmenter.
Comment vous sentez-vous face à cela en ce moment? Ressentez-vous de la pression? Bien sûr, il y a beaucoup plus de pression qu'avant, et pas seulement lors des Fashion Week. Maintenant, avec les réseaux sociaux, vous devez concevoir littéralement une collection toutes les 2 semaines. La même collection, vous devez la montrer différemment, vous devez réétudier différemment pour que le client ne voit pas qu'une seule partie de la collection. Vous devez être sympathique, vous devez faire preuve de bon goût, avoir de la culture. Donc maintenant, ce n'est plus seulement un produit, mais aussi un personnage et son environnement. C'est beaucoup plus difficile que ce que les gens pensent. Et maintenant, avec l'évolution d'Internet, tout est exposé. C'est très risqué de répéter ou de créer quelque chose qui a déjà été vu ou qui présente des similitudes avec quelque chose qui a déjà été fait. Avez-vous une muse que vous aimeriez habiller? Qui serait-elle et comment l'habilleriez-vous? Je ne suis pas fidèle quand il s'agit de muse. Je suis un Moyen-Oriental typique, je suppose. Il y a certainement une direction et une esthétique très spécifique à la marque depuis sa création, mais je ne crois pas qu'il faille une certaine muse pour continuer à inspirer la marque. Vous êtes fier d'être syrien. Vous êtes le seul garçon de la famille avec 4 sœurs que vous adorez depuis votre plus jeune âge. Concernant votre pays d'origine, est-ce que vous y revenez souvent? Et que pensez-vous de la situation actuelle là-bas? J'essaye d'y aller de temps en temps, mais j'ai fait une pause lorsque le conflit a éclaté. C'est à partir de l'été dernier que je suis revenu vers le patrimoine, l'inspiration, les lieux qui ont construit ma créativité. J'essaye autant que possible de rester en contact. J'ai commencé quelques collections là-bas, notamment ma première collection internationale, appelée Damas Rose, et présentée en 2009 à Rome. Puis en 2012, quand nous avons déménagé à Paris, c'était sur les femmes dans les peintures orientales. J'ai fait beaucoup de graphiques syriens, de l'artisanat syrien avec des perles, des magnifiques mosaïques. C'est toujours présent, directement ou indirectement, dans mon travail. Les racines sont toujours là. Rami, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Situé à 1 heure de voiture de Beyrouth, un joyau du patrimoine libanais attire près de 1000 visiteurs par jour durant la haute saison. L'intérieur comme l'extérieur du château ont une histoire fascinante, comme l'a découvert Leila Molana Allen lors d'une récente visite. Dans les collines qui surplombent la capitale libanaise Beyrouth se trouve la route qui mène à Der el-Kamar. La région abrite de nombreux bâtiments historiques, comme des anciennes églises et des palais ottomans, mais un monument se détache à l'horizon. Un imposant château suspendu à flanc de montagne. Il ne s'agit toutefois pas de l'un des célèbres châteaux des croisés libanais. Celui-ci a été construit il y a seulement 60 ans. Son créateur se nommait Moussa al-Mahamari, un villageois pauvre, né près de la forteresse du Krach des Chevaliers. Moussa est décédé en 2018. C'est désormais son fils Ziad qui co-dirige le site. C'est le rêve de sa vie. Il a accompli son rêve et est devenu la preuve pour toute une génération que rien n'est impossible. Le rêve de Moussa de construire son propre château lui est venu à 14 ans pour impressionner une jeune fille dont il était amoureux. Elle se moquait de lui en lui disant « Tu ne possèdes rien, Moussa, tu es pauvre ». Alors le palais a commencé à occuper ses pensées jour et nuit. Après avoir travaillé pendant des années sur de célèbres monuments libanais, Moussa avait acquis les compétences et les finances nécessaires pour que son rêve devienne réalité. En 1962, il a posé la première pierre, mais il a fallu attendre 38 ans pour que le palais soit achevé. Il l'a construit de ses propres mains, tout seul, pierre après pierre. Il a sculpté chaque pierre, elles ont toutes une forme différente. Chaque pierre est une œuvre d'art. Moussa voulait que son château reflète l'amour qu'il porte à son pays. Aujourd'hui, il sert également de musée et accueille chaque année des hordes de touristes. L'endroit est aussi un trésor d'artefacts historiques et de curiosités qui s'étendent sur plus de 2 millénaires. Armements, bijoux, monnaies, vaisselle. Alex Karoum, un Australien d'origine libanaise, a amené son fils et son neveu sur le site.
pour leur parler de leurs ancêtres. C'est vraiment incroyable, car les choses qui se trouvent ici datent de l'époque de mon père et de ses parents. Il y a des choses qui montrent, par exemple, comment ils meulaient le blé, la laine. Des choses que je n'ai moi-même pas connues, mais qui faisaient partie de la vie de mon père, de ses parents, de ses grands-parents. En regardant bien, on trouve également quelques surprises. Une reproduction grandeur nature de la scène, ou même un dessin du château imaginé par le jeune Moussa, qui avait été déchiré par un professeur trouvant son idée folle. Depuis la mort de Moussa, le château est géré par ses 3 fils qui ont de grands projets pour le lieu. Ils construisent un restaurant pour les visiteurs et continuent à ajouter des collections au château pour perpétuer la mémoire de leur père. En tant que famille, nous sommes déterminés à poursuivre la tâche de notre père. Notre travail continue et je suis sûr que son âme est avec nous. C'est la fin de l'émission, nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous nos épisodes sur euronews.com. Avant de nous dire au revoir, voici les publications qui ont retenu notre attention cette semaine. L'influenceuse et DJ Tala de Syrie s'est fait remarquer dans cette robe de Rami Halali lors d'un mariage libanais. La mannequin égyptienne Aya a partagé cette photo de mode, expliquant que son style reflète sa personnalité. Et Cathy, qui a pris cette photo dans les salles kaléidoscopiques du château de Moussa, elle s'est dite impressionnée par sa visite.